du livre très original, un titre très original déjà, Les philosophes sur le divan, quand Freud rencontre Platon, Kant, Sartre. Donc voir les grands philosophes allongés sur un divan, cela les rend plus proches de nous, ça les rend plus humains. Il ne veut pas faire tomber les grandes figures de la pensée occidentale, mais simplement les rendre plus humains et en inscrivant la philosophie dans leur corps et dans leur vécu. Donc le thème d'aujourd'hui c'est psychanalyse freudienne ou sartrienne. Ça peut intriguer. Le sous-titre psychanalyse et auto-analyse, et vous allez comprendre pourquoi. L'auto-analyse, on aurait pu dire une analyse existentielle, car c'est le concept que propose Sartre pour remplacer la psychanalyse précisément, une théorie qui trouve pas mal d'émules aux États-Unis. Sartre, toute sa vie, s'est farouchement opposé à la théorie freudienne. Et en pleine guerre mondiale, entre 40 et 45, enfin 43, il passe son temps à réfuter la théorie de Freud sur l'inconscient. Il écrit « L'inconscient n'existe pas ». Où est-ce qu'il écrit ça? Dans son opus magnum philosophique, L'être et le néant. Et puis il écrit aussi « Être, c'est ne pas être ». Formule paradoxale, mais qui veut dire qu'il refute tout déterminisme. L'homme est un projet constant et ne se détermine que par ses actes. Il y a deux façons d'aborder ce thème, à savoir l'objection que fait Sartre à la psychanalyse freudienne. Soit on peut l'aborder à partir de l'argumentation théorique de Sartre, qui est excellente, où il explique que l'inconscient n'est pas un inconscient, mais est une conscience de mauvaise foi. Enfin, on va voir ça sur le plan théorique. Mais il y a aussi une façon d'aborder le sujet, c'est de l'aborder sur le plan existentiel, du rapport de Sartre à son propre inconscient, à sa propre enfance et à sa propre histoire familiale. Alors on verra les deux, d'accord? Ce que j'ai voulu faire dans ce livre, avec Sartre, Platon et Kant, c'était montrer que leur grand génie, que leur grande théorie, que leur système philosophique assez impressionnant entretiennent une relation avec une petite histoire. Alors ça ne veut pas dire que tout vient de l'enfance, que tout vient d'une anecdote, que tout vient du rapport à la mère, que tout vient du rapport à la mort du père chez Sartre, mais ça veut dire que ça en vient. Alors justement, le génie, c'est que eux, d'une histoire comme ça, ils ont fait l'ingrédient, le combustible d'une œuvre géniale, alors que d'autres, j'allais dire nous ne savons pas métamorphoser une petite histoire en une grande œuvre. Mais d'abord, la théorie. Sartre, qui est quand même une belle machine intellectuelle, à la frontière du génie et de la folie, mais le fait qu'il ait été à la frontière, c'était aussi ce qui a alimenté sa théorisation assez pointue, que Britt a annoncé, et qui repose sur cette idée que être humain, c'est ne pas être. C'est ça, fondamentalement, l'opposition à Freud. Parce que pour Freud, être un sujet humain, c'est être. Être un sujet humain, c'est être quelqu'un, quelque part. Ça veut dire que je suis celui que je suis dans une histoire familiale et j'ai une place dans cette histoire familiale. C'est comme ça. Je m'explique. Tu ne pourras pas changer l'histoire, mais tu pourras changer la manière dont elle t'affecte. Et en ce sens, Freud s'inscrit dans toute l'histoire des pensées déterministes, des stoïciens à Spinoza, ou même à Nietzsche, qui nous disent que la liberté qu'on peut avoir, elle vient d'abord de l'acceptation de l'absence de liberté. On a un être, et on a une place dans une économie psychique et sociale d'ailleurs. C'est ça que dit Freud. Et c'est ça qui a bien sûr été le plus dur à entendre du message freudien. Mais alors qu'est-ce qu'il dit? Et c'est ça la révolution de l'être et le néant. Et il suffit de comprendre le titre en fait. On ne comprend en général pas. Le titre est clair. L'être, c'est l'être des choses. Donc le livre, c'est un livre. Ok? Le verre de rosé, que je n'ai pas commandé, mais je vous commande, il est un verre de Provence, il est un verre de rosé. Ça veut dire quoi? C'est ça l'être. L'être, c'est l'être du pigeon, c'est l'être de la mouette, c'est l'être du verre de rosé, c'est l'être du micro.
Ça veut dire que le micro est déterminé à être un micro par ses propriétés physico-chimiques de micro. Ça veut dire que la mouette, elle est déterminée dans ses agissements de mouette, dans ses cris de mouette, par son être de mouette. Nous, les humains, nous ne sommes pas comme la mouette. Nous ne sommes pas comme le micro. Nous ne sommes pas comme le pigeon. Et oui. Et parce que nous ne sommes pas. On n'est pas dans l'être, on est dans le néant. C'est ça l'objection de Sartre à Freud. C'est quoi le néant? Le néant n'est pas rien, puisque rien, c'est rien. Le néant peut tout devenir. Ça veut dire que, à la naissance, je ne suis pas déterminé à être ce que je vais être, comme la mouette est déterminée à être une mouette. Je ne suis pas déterminé à être ce que je vais être, comme le micro est déterminé à être un micro. C'est ma liberté, c'est le néant. C'est que je peux devenir grand ou petit, président de la République ou pas, de gauche ou de droite, homosexuel ou hétérosexuel, gentil ou méchant, successful ou loser. C'est ça, la vie humaine. Et jusqu'à la mort, je pourrais me projeter, c'est le projet sartrien, on va arriver à cette psychanalyse du projet, je pourrais me projeter, c'est-à-dire me réinventer. C'est ça que veut dire Sartre. Je peux m'inventer comme ceci ou cela. Et reconnaissons qu'il l'a fait magistralement. Donc le néant n'est pas rien. Hein, le néant peut tout devenir. Alors que rien, c'est rien. Donc objection de Sartre à Freud, c'est de dire non, nous ne sommes pas déterminés. Nous ne sommes pas des êtres humains, nous sommes des projets. Nous sommes le néant, c'est-à-dire que nous ne sommes pas. Et quand je serai mort, enfin, je serai. Cette idée qu'on peut se réinventer en n'étant pas déterminé par le milieu social, pas déterminé par le physique, pas déterminé par le sexe, pas déterminé par l'inconscient, évidemment, les gens ont adoré. Et il faut bien reconnaître que lui, dans le détail de sa vie quotidienne, il l'a incarné. Il dit l'être humain est cet être qui n'est pas ce qu'il est et qui est ce qu'il n'est pas. Alors, ça paraît compliqué, mais c'est extrêmement simple. Nous, les hommes, les humains, on n'est pas ce qu'on est. Ça veut dire qu'on n'est pas ce qu'on croirait être. On n'est pas ce que le déterminisme social voudrait nous réduire. On n'est pas ce que la psychanalyse freudienne voudrait qu'on soit. Donc, on n'est pas ce qu'on est. En fait, on n'est pas ce qu'on nous dit qu'on est. On est beaucoup plus que ça. Et on est ce qu'on n'est pas. Ça veut dire qu'on peut devenir tout ce qu'on n'est pas encore. Philosophie de la liberté. Et donc il remplace le déterminisme par une sorte de situationnisme, on pourrait dire, mais assez génial. Chaque situation est l'occasion de me réinventer. Parce que ma liberté infinie, dit Sartre, et entendez comme il parle à Freud, il parle qu'à Freud, il est obsédé par Freud. Et il dit ma liberté, c'est que je fais ce que je veux avec les faits. Ça rappelle Rousseau, commençons d'abord par écarter les faits. Il dit ma liberté totale, ma liberté infinie, c'est de poser la finalité de ma vie quand je veux et de me projeter comme je veux. Il va raconter la manière dont Freud définit l'inconscient pour dire que ce que Freud dit, c'est que l'inconscient n'existe pas. C'est ça qui est intéressant. Et nous, il va se passer quelque chose pendant quelques mois, quelques années, quelques mois surtout, on va devenir humain. Et bien, le devenir humain, d'après Freud, il n'est possible que parce qu'il y a un refoulement de pulsions qui sont asociales. Ça veut dire que dans nos pulsions naturelles, eh bien, il y en a qui sont autorisées, qui vont s'exprimer très vite. On va avoir le droit de vouloir être le premier à l'école maternelle, on va avoir le droit de réclamer l'amour de sa mère, etc. Mais il y en a d'autres qui sont interdites. On ne peut pas écraser son petit frère, on ne peut pas tuer sa petite sœur, on ne peut pas tuer son père pour avoir sa mère pour soi tout seul, même si on en a des désirs inconscients. Il va y avoir une sélection entre les pulsions autorisées par la société, par le surmoi, et celles qui sont asociales, et que le surmoi interdit, que le surmoi censure, que le surmoi, enfin, c'est l'instance du refoulement. D'accord? Là où Freud dit qu'il y a une intériorisation inconsciente des interdits par l'enfant, alors qu'il a 6 mois, hein, parfois véhiculée par la parole des parents, Sartre dit que quand même, et ce qui se passe, c'est qu'il y a une sélection entre les pulsions qui sont autorisées et les pulsions qui sont interdites. Et donc, l'inconscient, d'après Freud, versus Sartre, mais ils sont d'accord là-dessus, il est constitué par la sédimentation successive, la stratification successive de pulsions refoulées.
Donc c'est toutes celles qui sont interdites qui viennent constituer l'inconscient. Mais attention, il faut bien voir ce que ça veut dire, interdite. Ça veut dire, et c'est là que c'est hyper fort techniquement, que ça, vraiment bon. Il a très bien lu Freud. Interdite, ça ne veut pas dire qu'il y a un panneau qui dit non. Ça ne veut pas dire qu'il y a écrit tu n'as pas le droit de tuer. Et que donc, consciemment, on se dit ah non, j'ai pas le droit de tuer, alors j'en ai envie. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire quoi la censure? Ça veut dire que le sujet humain ne s'autorise même plus à être conscient qu'il a ce genre de pulsions. Mais il les a. Donc au fond, il ne s'autorise plus à être ce qu'il est. Mais il est encore ça. Et donc, il s'autorise à exprimer certaines choses parce que c'est compatible avec le surmoi, et d'autres, il ne s'autorise pas à les ressentir. Et à force, eh ben, il ne les ressent plus. Et c'est ça l'inconscient. C'est toujours en lui, mais il ne le ressent plus. Du coup, Sartre dit, comment appeler ça l'inconscient? La conscience a fait le tri. La conscience a bien vu ce qu'elle ne veut pas voir. Il a bien fallu un jour qu'elle le voie comme étant ce qu'elle ne veut pas voir, pour le mettre du côté de l'inconscient. Bref, il y a une instance de sélection, dit Sartre. Et c'est la conscience. Conclusion géniale de Sartre, l'inconscient freudien, c'est une conscience de mauvaise foi. Sartre remplace l'inconscient par la mauvaise foi. C'est-à-dire qu'en fait, la conscience fait comme si elle n'avait pas vu ce qu'elle ne veut pas voir. Mais pour savoir qu'elle ne veut pas le voir, il faut bien qu'elle l'ait vu. Autrement, elle ne peut pas savoir qu'elle ne veut pas le voir. Autrement dit, à un moment donné, dans un niveau que Sartre appelle semi-conscient, pour dire que ce n'est pas de l'inconscient et que ce n'est pas de la conscience, il appelle ça en fait du non-conscient, mais qui n'est pas de l'inconscient. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est assez clair, il faudrait aussi, Freud déjà, distinguer l'inconscient et le préconscient. Donc on se doute qu'il y a des degrés, mais l'objectif de Sartre est très fort. Il dit qu'au fond, ce n'est pas une intériorisation inconsciente des interdits, c'est une conscience qui sait que c'est pas bien, qui donc interdit au sujet d'en être conscient, mais qui a bien dû voir à un moment ce qu'ensuite elle ne veut plus jamais voir. Et on en arrive à la critique de la psychanalyse, génialement simple, et du coup, qui va se prêter à la critique, c'est que Sartre dit en substance que si on veut faire une analyse, très bien, mais alors, on ne va pas se confronter à son inconscient, on ne va pas faire surgir des forces obscures qui seraient au fond de moi et qui me détermineraient à agir et à désirer. Au fond, ce que critique Sartre, c'est la libido. Ce qu'il critique, c'est l'idée que c'est la libido qui nous détermine. Parce que pour Freud, ça se traduit comment l'inconscient? Ça se traduit comment tout le refoulement de ces pulsions asociales? Ben, ça se traduit par le fait que notre corps porte en lui la mémoire de l'interdit. Et que quelque part en nous, de manière non matérielle, évidemment, Sartre appelait l'inconscient l'âme au début. Mais ça veut dire que chaque cellule de notre corps, pour Freud, porte en elle la mémoire immatérielle du refoulement dont elle a été victime. C'est l'inconscient, pour Freud, c'est la mémoire du corps. Et cette mémoire, elle se traduit comment? Par une énergie. L'énergie associée à toutes les pulsions refoulées, agressives ou sexuelles, c'est la libido. Et c'est ça qui rend Sartre fou. Il dit, mais non, nous, ce qui nous fait agir, ce qui nous fait désirer, ce qui nous fait choisir, ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait nous projeter, c'est pas la libido. Cette énergie qui vient de mon passé, c'est l'avenir que je veux créer. C'est la liberté et pas le destin. Et on retrouve l'opposition classique de la philosophie. Et il s'attaque au cœur du débat. Car évidemment, la révolution freudienne, c'est ça. C'est de dire, non pas je pense, donc je suis, comme le dit Descartes. C'est pas parce que, si je veux savoir, être sûr que j'existe, c'est pas en allant chercher le je pense. Si je veux être sûr que j'existe, eh ben, c'est parce que j'ai une libido. J'ai de la vie en moi, quelque chose qui vient du refoulement et qui veut se réemployer, qui veut se déployer, qui veut être sublimé, qui veut s'exprimer autrement. La vie, c'est de prendre cette énergie asociale et de l'exprimer socialement, dans le travail, dans l'émotion esthétique, dans la création, dans la philosophie, dans l'école. C'est ce que Freud appelle la sublimation. Et c'est ça que Sartre critique, fondamentalement. Il dit, mais non, pas du tout. Le moteur, c'est pas la libido. Le moteur, c'est pas l'énergie qui vient du passé. Le moteur, c'est notre rapport à l'avenir, comme l'a annoncé Britt. Et là, c'est génial philosophiquement, mais c'est très dur à défendre. Car on voit bien qu'on est les enfants du passé. On voit bien qu'on est les produits de l'enfance. On voit bien qu'on est les enfants de l'enfance.
On voit bien qu'on a cette vie en nous qui vient de tout ce passé, de toute cette histoire, cette victoire qu'on a remportée sur l'animalité. Cette victoire qui est notre triomphe, on n'est pas des bêtes, mais qui est aussi notre fragilité, car ça réclame son heure, ça attend son heure. Ces pulsions refoulées, elles ne sont pas mortes. C'est pas parce qu'on ne s'autorise plus à les ressentir qu'elles sont plus là. Elles sont là, mais au fond de nous. Elles sont là, mais on ne le sait pas. Ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait choisir, ce qui nous fait désirer, c'est pas la libido, c'est la manière que j'ai de vivre en me projetant toujours dans l'avenir, parce que je ne suis pas un être libidineux, je suis un néant en projet. D'un côté, le passé, la libido, de l'autre côté, ça, l'avenir, le projet. Mais il dit en substance, arrêtez d'aller vous allonger et ressasser le passé. Arrêtez d'aller vous allonger en ruminant l'enfance de vos grands-parents. C'est pas comme ça que vous allez vous libérer. Là, vous allez vous enfermer dans le destin. Et moi, philosophe de la liberté, je vous propose une autre psychanalyse. La psychanalyse existentialiste. Freud vous donnait un passé, Freud vous donnait un destin. Moi, je vais vous donner un projet. Et Sartre dit, vous allez voir que ce passé, il n'est pas. Il n'a pas d'essence. Il est cohérent, Sartre. Il va changer de couleur, changer d'effet affectif sur vous, changer de caractère douloureux en fonction de comment vous allez vous projeter dans l'avenir. Donc allongez-vous, ça ne va pas durer 10 ans, ça va durer 2 mois. Et pendant 2 mois, on va essayer de trouver le projet qui fait ressortir la bonne couleur de ce passé. Évidemment que c'est un coach comportementaliste moderne. Sartre dit que le rapport de l'homme à l'avenir est plus important que le rapport de l'homme au passé. Au fond, angoisse, rapport à l'avenir pour Sartre, rapport au passé pour Freud. Vous voyez ? Psychanalyste existentialiste, donner un projet d'avenir pour guérir, et non pas, comme le disait Freud, faire entendre le passé pour guérir. C'est le duel du siècle. Franchement, c'est génial. Freud contre Sartre, c'est le duel de l'époque. Qui a raison? Eh bien, je vous propose d'y réfléchir en entendant la lecture de cette engueulade entre Sartre et Freud. Aujourd'hui, lorsque je suis allée chercher Sartre dans la salle d'attente, il a emboîté mon pas avec une hâte différente. Plus maîtrisé, plus résolu, je dirais. À peine allongé, il s'est mis à parler. J'ai bien repensé à ma jalousie, à votre façon de me demander de parler de ma mère. Je ne vous demande rien. Enfin, de m'inviter à chercher les clés dans mon passé, dans mon enfance, que sais-je, dans mon amour pour ma mère que m'aurait volé mon beau-père, dans mes instincts refoulés, dans mon inconscient. Eh bien, je doute fort que nous soyons sur la bonne voie. Je pense comme vous que ma jalousie a du sens, qu'elle signifie quelque chose, mais justement, c'est cela qu'il faut se demander. Quel rapport au monde ma possessivité dessine-t-elle? De quel projet existentiel est-elle le révélateur? Quel avenir dessine-t-elle? C'est alors peut-être que nous entendrons son véritable sens en revenant aux bases de ma psychanalyse existentielle. Oui, de votre psychanalyse sans le passé. Non, pas sans le passé, mais sans le déterminisme du passé. Mais justement, vous n'avez rien fait d'autre dans les mots que d'appliquer les préceptes de votre psychanalyse existentielle à vos 11 premières années de vie. Vous avez essayé de lire les événements de votre vie comme dessinant à chaque fois un projet, un choix, comme n'étant pas déterminé mais libre en votre sens. C'est exact. Vous avez montré ce que pouvait être un essai d'introspection faisant l'économie de l'hypothèse de l'inconscient. Et vous êtes bien conscient, vous l'avez dit ici, des limites de cet écrit. Qu'on y trouve moins une logique de vérité qu'une forme d'esthétique de la prose. Oui, c'est exact, mais c'est parce que je ne suis pas allé assez loin dans la psychanalyse existentielle. Je vais vous dire ce qui nous sépare. Je pense que la force qui mène une vie ne se découvre pas derrière l'expérience vécue, dans un inconscient ou une libido. Je refuse de tout réduire à une expression de la libido. Je trouve que c'est inacceptable. Inacceptable. Je sais bien qu'il faudrait éviter la discussion théorique, qu'elle risque de n'avoir aucune vertu thérapeutique, mais je ne résiste pas. À moins de penser qu'il y a dans le passé d'un individu quelque chose qui explique justement un tel rapport angoissé au futur. Mais arrêtez avec ce passé! Il n'existe pas, les faits passés sont irrévocables, mais ils ne déterminent rien. Leur signification peut être modifiée à loisir. Dès que je projette un autre avenir, je me mets à relire mon passé autrement, ce passé que vous ne cessez d'invoquer par vos questions ou vos silences. Mais ce n'est pas votre passé qui m'intéresse, mais ce que vous en dites. Alors intéressez-vous à ce que j'ai à dire de l'avenir. Je crois que le moment est venu
d'aborder la deuxième partie, à savoir l'enfance de Sartre et son histoire à lui, et comment peut-être sa théorie résonne de sa propre histoire. Il est né et son père est mort un an après. Du simple fait que son père meurt, il est allé avec sa mère vivre chez les parents de sa mère. Donc la mère est devenue une jeune veuve et elle est allée vivre avec Sartre chez ses parents, et il faut voir qui étaient les parents. Le père était un homme très autoritaire qui avait inventé la méthode pédagogique d'apprentissage direct de la lecture en allemand et qui venait de prendre sa retraite et qui a dû reprendre du service pour pouvoir nourrir et loger sa fille et son petit-fils. Okay. Donc le grand-père maternel, il a, avec une passion, un acharnement constant, détruit ses 4 fils. C'était son but, visiblement, de les humilier, de leur montrer qu'ils étaient incapables de rien. Mais, et il se prend d'un amour immense pour ça, pour son petit-fils. Et visiblement, la manière qu'il a d'adorer son petit-fils, c'est une façon d'humilier encore plus ses fils. Et quand sa mère trouve enfin, elle sort de ce bordel, et elle trouve enfin, au bout de, quand Sartre a 11 ans, un homme, c'est son beau-père, il va le haïr. Ça va devenir l'objet, le symbole de la bourgeoisie, du petit bourgeois possédant. Tout son marxisme va venir de là. Et il va cesser de croire en Dieu. C'est l'obsession de Sartre de dire, oui, mon père, du coup, j'étais libre, parce que j'avais pas de père. Et quand on a un père, on a un surmoi. On veut lui ressembler, ou on veut s'opposer à lui, donc on est déterminé par son père. Et moi, j'avais la liberté totale, et merci papa d'être mort, merci, je n'avais pas de surmoi, j'ai pu m'inventer librement. Et donc il dit en gros, je ne suis pas déterminé par la mort de mon père, je suis libéré par la mort de mon père. Par ailleurs, vous savez, vous comprenez que Sartre discute avec Descartes, du point de vue de l'histoire de la pensée, évidemment. Il discute avec Descartes, puisque l'existentialisme est un enfant du cartésianisme. Hein, je pense, donc je suis de Descartes. Ça veut dire, non pas simplement, c'est pas un rationalisme intellectualiste, c'est juste comment je sais que j'existe, comment je ressens que j'existe, comment j'ai l'affect de l'existence par le cogito, le je pense. Donc Descartes est existentialiste de ce point de vue-là. C'est le premier existentialiste. Descartes, c'est pas un petit cartésien rationaliste. C'est un grand vivant qui a été militaire, qui s'est défendu contre les criminels qui voulaient le tuer avec courage. C'est un vivant, Descartes. Et donc, il est existentialiste. Okay, mais en même temps, c'est le « je pense, donc j'existe ». Donc, il ne cesse de répondre à Descartes dans le moment même où il ne cesse de dire qu'il n'est pas déterminé par la mort de son père. Suivez bien. Et il est dans un dialogue avec Descartes pour 2 raisons. La première, c'est que l'existentialisme qui fera la gloire de Sartre, et qui d'ailleurs fera la gloire de la philosophie au XXe siècle, hein, c'est la première fois avec ce courant que la philosophie devient populaire en France. Avant, c'était une affaire de mathématiciens spécialistes. Hein, voilà. Donc c'est Sartre qui fait descendre la philosophie dans la rue, avec l'existentialisme. Et l'existentialisme vient de Descartes. Donc ça, c'est l'enfant de Descartes, mais en même temps, il ne cesse de s'opposer à Descartes pour dire que c'est le rapport à l'autre qui fait que je suis celui que je suis. Tout Sartre, c'est le miroir, c'est le rapport à l'autre. L'enfer, c'est les autres, le paradis, c'est les autres. C'est l'intersubjectivité. Or, chez Descartes, le « je pense, donc je suis », c'est l'évitement d'autrui. Donc, il est dans un dialogue incroyable avec Descartes, où il prend l'existentialisme et il ajoute le rapport à autrui. Bref, Sartre parle à Descartes. Le bateau qui a tué son père s'appelle le Descartes. Mais lui, il dit non, non, je ne suis pas déterminé par la mort de mon père. Alors que toute sa philosophie, c'est comme s'il essayait de comprendre ce que veut dire Descartes. Vous voyez ? Ce que veut dire le mot qui est écrit sur le bateau qui a tué son père. Il est déterminé par ce signifiant. C'est gravé dans la coque. Il y a écrit Descartes. Et c'est comme si, dans sa philosophie, comme dans sa vie, il voyait ce truc Descartes. Et il essaie de comprendre ce que ça veut dire. Et il répond. Et il déchiffre Descartes. Et en déchiffrant Descartes, eh ben, il crée l'existentialisme. Je pense donc je suis. J'existe d'abord. Et en déchiffrant Descartes, il objecte à Descartes que non, ce qui fait qu'on est, c'est le rapport à autrui. Alors que dans le je pense donc je suis, il n'y a pas d'autrui, il y a un solipsisme. Mais quelque part, il ne fait que répondre à Descartes. Il
déterminé par ce signifiant, hein, c'est le sens lacanien, le signifiant c'est ce qui me détermine à être celui que je suis. Est-ce qu'au fond, toute sa philosophie, toute son invention de la psychanalyse existentialiste ne vient pas d'une sorte de rage géniale et folle de prouver l'improuvable, de démontrer l'indémontrable, à savoir je ne suis pas déterminé par la mort de mon père. Qu'est-ce que Sartre dirait de quelqu'un dont le projet serait de faire une introspection dans son propre passé et plutôt sous dans un angle freudien? Alors, il y a deux questions en une. Première question, est-ce qu'ils ne se ressemblaient pas encore par l'horizon de la liberté? Bah oui, je suis d'accord avec vous. Hein. Tous les deux veulent libérer, sauf que Sartre veut libérer par la liberté et Freud veut libérer par l'écoute du destin. Mais vous avez raison avec cette similitude d'horizon. Et ensuite, qu'est-ce que Sartre dirait de celui qui a comme projet de s'enrouler dans son passé? Ben, je crois qu'il objecterait, comme j'ai dit tout à l'heure, que c'est pas comme ça qu'on utilisera au mieux la situation du passé. C'est en se projetant dans l'avenir. C'est une manière, je dirais pas malhonnête, mais quelque part ça m'interroge de savoir comment on peut... il apprivoise complètement les idées de Freud, mais il les retourne en sa faveur tout simplement. Et donc non, il n'a pas tout pris à Freud, il a pris des choses pour les inverser. Quand il fait de son passé quelque chose de fort, une force, c'est vrai, mais pas sur le mode déterministe. Sur un autre mode. Le mode déterministe, c'est de dire je vais faire de mon passé une force quand je vais cesser de ne pas vouloir accepter ce qu'il est et comment il me produit. Alors que Sartre, quand il fait de son passé une force, c'est dans un délire de liberté totale, en disant voilà, à ce moment-là j'ai fait ça, mais j'aurais pu faire ça. J'ai réagi à la mort de mon père comme ça, mais j'aurais pu réagir autrement. La preuve, c'est que quand j'ai vu que j'étais un petit génie, ça m'a amusé de devenir un cancre. Liberté totale. Donc ça, c'est quand même pas freudien du tout. Vous voyez, la liberté, c'est le but de Sartre. Et finalement, c'est son but au prix du malheur. Il préfère la liberté avec de la souffrance et de l'angoisse que l'absence de liberté. Alors que le but de Freud, c'est qu'on arrive à comprendre que la liberté est une illusion. Mais est-ce que votre question, si je la résume, ce serait de dire, est-ce que finalement, alors qu'il critique le symbolisme freudien comme étant trop facile, il ne retombe pas dedans? Voilà. Un peu ce que disait madame. Oui, je crois qu'il y a une façon d'entendre votre question, c'est de bien voir qu'il est porté par Freud. Il est porté par Freud. Et à un moment, il se retourne contre ceux-là même qui le portent. Donc ça, c'est sûr. Il explique qu'il y a un double mouvement, qu'on ne peut sortir du néant qu'en montrant aux autres quelque chose et que leur regard va me renvoyer ce que je suis. Et de toute façon, je suis rien d'autre, mais en même temps, je ne suis pas que ça. Et simplement, je ne pourrai jamais savoir ce que je suis d'autre. Donc je suis en même temps défini par le regard de l'autre et aliéné par lui. Et ça, c'est fort. Comprenons bien ce qui se passe, le débat est à un très haut niveau, merci messieurs dames. Comprenons bien ce qui se passe, c'est que c'est ça être anti-freudien. Car le freudien dira quoi? Il dira qu'on est avec son histoire dans la manière de laisser sa main dans la main de l'autre. Et Sartre dit mais non, je me coupe de mon histoire, je laisse ma main qui est juste une chose dans la main chaude de l'autre, et mon histoire, je la raconte, mais je suis coupé de mon histoire. Vous comprenez? Et alors que Freud, c'est ça qui est fort avec Freud, c'est qu'on est tout un. On ne peut pas se couper d'une part de soi. Pour moi, le génie de Freud, c'est de dire que toute mon histoire, elle est tout le temps là, tout le temps dans tous mes gestes, dans tous mes désirs, plus ou moins consciemment ou pas, mais en fait, je ne peux pas oublier, je ne peux pas me couper de mon histoire. Ah non, 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 on ne va pas réduire Sartre à la mort de son père. Ah non, on ne va pas réduire, mais on va comprendre que l'aventure du génie, c'est de métamorphoser du tout petit en de l'universel. Alors, après, libre à vous de vous sentir arnaqué par cette métamorphose, ou alors de penser qu'il n'y a d'universel que dans la métamorphose de l'anecdotique. Peut-être aussi. Et dans ce cas-là, tant mieux.